Dans la continuité de votre notion d'imposture écologiste, vous parlez du réchauffement climatique comme d'une gigantesque mystification. Pourquoi? Alors, pour répondre à cette question, et pour l'illustrer, on va commencer par un petit exercice de travaux pratiques. Voilà. Donc j'ai là un verre qui contient de l'eau et des glaçons. Une petite banquise. Voilà, donc nous avons ici la mer et puis la banquise qui flotte sur la mer. Bien. Donc je vais noter avec ce marqueur le niveau de la mer. Voilà. Voilà, donc je montre, j'approche, voilà. Voilà le niveau de la mer. Bien. Donc on va laisser ce verre ici. Et puis on va attendre que la banquise fonde, puisque nous allons avoir un réchauffement climatique, la banquise va fondre et nous allons observer ce qui se passe. Parallèlement à cette expérience, nous allons nous déplacer sur un parking de supermarché et nous allons interroger les gens à la sortie de ce supermarché, donc en train de faire rouler leur caddie, croulant sous les objets de consommation de la civilisation industrielle, et nous allons leur demander, à votre avis, si la banquise du pôle Nord et du pôle Sud se met à fondre, comme on nous le prédit dans notamment les dernières observations du GIEC, et comme on l'entend un petit peu partout sur les ondes et à la télévision. Donc la banquise fond. Est-ce qu'à votre avis, ça va provoquer une élévation du niveau des mers? À cette réponse, nous avons 90% des gens qui vont nous répondre, bah oui, bien entendu, si la banquise fond, ça va faire augmenter le niveau de la mer. Bien, alors, nous allons continuer à parler du réchauffement climatique, et puis nous allons attendre de voir ce qui se passe lorsque la banquise fond dans mon verre. Donc, en attendant d'avoir dans un petit instant, enfin, dans un moment, le résultat de cette petite expérience, je voudrais répondre sur l'aspect mystificateur. L'aspect mystificateur n'est pas à proprement parler un élément qui est à la source. C'est un élément qui intervient en aval. Je ne vais pas ici faire le procès du GIEC en tant qu'organisme intergouvernemental d'experts étudiant l'évolution du climat, mais je vais me contenter d'observer quelles sont les conclusions qui sont tirées par les médias et les différents médias, hommes politiques, tendances politiques, quelles sont les conclusions qui sont tirées de ce rapport. La mystification intervient, à mon sens, à partir du moment où des relais d'opinion s'emparent des observations du GIEC pour en déduire telle ou telle doctrine, telle ou telle préconisation de comportement pour le consommateur en général et pour les systèmes politiques plus particulièrement. Alors, j'ai là un extrait, quelques pages, du dernier rapport du GIEC, qui est le GIEC produit un certain nombre de documents en volume assez important, mais il concentre l'intégralité de ces productions dans un document qu'il appelle résumé à l'intention des décideurs. Alors, dans ce résumé à l'intention des décideurs, qui est paru il y a très peu de temps, on relève un certain nombre de choses. Alors, avant
avant de donner une synthèse, enfin avant de livrer ma synthèse de ce rapport du GIEC, je souhaiterais d'abord faire relever quelques points. Alors, à la page 3, le GIEC écrit concernant l'atmosphère: chacune des 3 dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes, depuis 1850. Dans l'hémisphère nord, la période 1983-2012 a probablement été la période de 30 ans la plus chaude de ces 1400 dernières années, avec un degré de confiance moyen. Alors, si on décrypte le langage du GIEC, degré de confiance moyen, ça veut dire à peu près 50-50 de chance pour que ça soit vrai ou que ça ne soit pas vrai. Donc le GIEC, avec un degré de confiance égal à une chance sur 2, dit que les 30 dernières années ont été les plus chaudes depuis les 1400 dernières années. Bon, là, il n'y a rien là-dedans, pour l'instant, qui soit particulièrement alarmiste. Il soutient qu'il y a une élévation de température, mais faut-il rappeler que la Terre a déjà connu des élévations de température encore plus importantes que, en remontant avant les 1400 ans précédents, a déjà connu des élévations de température importantes et des diminutions de température aussi. Donc personne ne nie que nous sommes dans un cycle chaud. Et là, le GIEC ne fait que paraphraser ce que tout le monde sait. Alors là où ça commence à devenir un petit peu plus intéressant, et qui suscite justement les exégèses des uns et des autres, et s'est mis à sous-tendre un certain nombre de doctrines politiques ou économico-politiques. Là où ça commence à devenir un petit peu plus intéressant, c'est lorsque on nous livre des chiffres concernant notamment l'élévation de température et l'élévation du niveau des mers. Alors, l'élévation du niveau des mers, là où est-ce qu'on en est pour l'instant? Bon, mais pour l'instant, ça monte pas. Hein. Bon, on va voir tout à l'heure. Il y a 4 scénarios, parce que le GIEC utilise plusieurs modélisations informatiques, et il livre les résultats de 4 de ces modélisations qui donnent, toutes les 4 évidemment, des résultats différents. Mais il fait une moyenne de tout ça, et si je me réfère à ce tableau, la probabilité la plus certaine, si on peut employer ce pléonasme, c'est que l'augmentation de température jusqu'à 2065 tournerait autour de 1 à 1,5 degré, et pour la période allant jusqu'à 2100, elle tournerait à peu près pareil entre 1 et 1,5 degré. Donc il s'agit, pour savoir exactement de quoi on parle, il s'agit d'une augmentation de température sur un siècle qui va être en moyenne de 3 degrés. Voilà, c'est ce que dit le GIEC, il ne dit rien d'autre concernant les températures. À partir de ce simple chiffre, on va voir tout à l'heure, comment les différents commentateurs arrivent à des conclusions très très différentes de ce que dit le GIEC. Concernant l'eau, concernant les précipitations, page 26, le GIEC dit: les changements projetés concernant le cycle de l'eau pour les prochaines décennies font apparaître des configurations à grande échelle similaires à ceux de la fin du siècle, avec toutefois une amplitude moins forte. Bon, donc, en gros, il nous dit qu'il va pleuvoir à peu près pareil que pendant le XXe siècle.
Voilà. En fin de document, le GIEC parle d'une chose assez intéressante qui s'appelle la géo-ingénierie. Il dit « Des méthodes visant délibérément à contrer le changement climatique, regroupées sous le terme de géo-ingénierie, ont été proposées. Il existe peu d'éléments permettant d'évaluer quantitativement et de manière complète les techniques de gestion du rayonnement solaire et de prélèvement du dioxyde de carbone, ainsi que leur impact sur le système climatique. » Donc, ça veut dire en termes clairs qu'il n'a aucune idée de la façon dont les géo-ingénieurs prétendent ralentir le rayonnement solaire. Il n'a aucune idée de la façon dont ils prétendent pouvoir capturer les dioxydes de carbone. Et il n'a non plus pas d'avis sur le fait que ça puisse modifier le climat, avoir une influence sur le réchauffement climatique. Donc il ne sait rien, quoi, pas grand-chose. Bon, donc, ces 40 pages du rapport résumé hein, n'apportent comme élément vraiment significatif que cette augmentation de température de 2 à 3 degrés d'ici la fin du siècle, une pluviométrie qui n'est sensiblement pas modifiée, une attitude dubitative spectaculaire concernant la géo-ingénierie et absolument aucun scénario catastrophiste concret, c'est-à-dire des indications que le GIEC donnerait sur l'incidence de ces conclusions, ces différentes conclusions concernant l'eau, concernant l'acidité des océans. Je n'en ai pas parlé, enfin bon, ça n'est pas quelque chose qui est utilisé dans la propagande du grand public, donc je n'en ai pas parlé. Et concernant les températures, donc pas d'incidence de ces conclusions sur l'économie. Le GIEC ne dit pas il est probable à 50% ou avec un degré de confiance moyen qu'il va y avoir des famines, qu'il va y avoir des inondations. Le GIEC ne dit pas si cette élévation de température va faire du bien au rendement agricole, que ce soit dans les modes culturaux des pays tempérés ou des pays subtropicaux. Il ne dit pas un mot. Le GIEC ne dit pas un mot de l'éventuelle incidence du réchauffement climatique sur les dispositifs de chauffage des populations. Est-ce que le réchauffement climatique va modifier les normes thermiques des constructions? Est-ce que ça va modifier la facture énergétique? Bon, le GIEC ne dit pas un mot de tout ça. Le GIEC ne parle pas de pluie acide, ne parle pas de transfert de population massif, de migration humaine. Autant de thèmes qui sont mis sur la table tous les jours dans les différents médias. Mais par qui? Par tous ceux qui utilisent précisément, et là donc revenons sur la mystification, qui utilisent ces rapports scientifiques pour en faire des analyses politiques. Le schéma le plus utilisé, c'est la contestation du capitalisme, la contestation du capitalisme croissant, hein, si on veut rester dans l'optique écologiste et décroissant, et pour muscler, pour trouver des arguments significatifs contre ce capitalisme, on interprète
on interprète les documents du GIEC. On interprète les documents du GIEC en disant ce que des scientifiques, scientifiques tout à fait neutres ont observé, eh bien c'est précisément les dégâts du capitalisme. C'est ce dont vous parlez par les arrière-pensées politiques glorificatrices mercantiles. Oui, alors... Qu'est-ce que le capitalisme a y gagné, aurait à y gagner? Alors, là, la question est double. La question est double, savoir que on est dans un système où tout le monde veut gagner. Les opposants du capitalisme utilisent les rapports du GIEC, arrêtez de parler du GIEC, on va dire le réchauffement climatique, utilisent le réchauffement climatique pour dire, vous voyez, tout ce que fait actuellement le système économique mondial, c'est pas bon pour la planète, il va y avoir des catastrophes. L'argument climatique, pour eux, est bon. Ils pensent que l'argument va les faire gagner. Le capitalisme, lui aussi, récupère. C'est-à-dire qu'il dit, nous tenons compte des observations du GIEC, mais nous sommes largement en mesure de régler ce problème. Ça ne pose pas de... C'est une variable d'ajustement qu'il nous faut maîtriser. Le développement de la civilisation industrielle n'est pas quelque chose, évidemment, qui est totalement neutre vis-à-vis de l'environnement, mais nous sommes tellement forts au niveau de nos connaissances scientifiques, nous sommes tellement savants que ça n'est pas un problème. Nous allons régler ça. Alors, nous allons régler comment? En faisant du business, hein, c'est-à-dire qu'on va développer toute une activité économique, toute une activité d'entreprise, entrepreneuriale, destinée à faire du profit, qui va s'occuper de ces problèmes. Donc, le GIEC, finalement, est un socle argumentaire à la fois dans les deux camps. Donc, chacun, on a au départ, on a à la base des observations scientifiques qui sont presque pléonastiques, parce que augmentation de la température, oui, très bien, donc, la température augmente, les océans montent un petit peu, bon, pourquoi pas, les océans ont toujours monté, ils ont monté, ils ont régressé, les températures ont augmenté, elles ont diminué. Au Moyen-Âge, on a eu une période froide, un mini-âge glaciaire. Un petit peu avant, on a eu une période très très chaude où on faisait 2 récoltes par an dans le Val-de-Loire. Bon. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, il faut bien le voir, dans ces rapports de l'Institut de climatologie. Ce qui est vraiment disproportionné, c'est les conséquences politiques qui en sont tirées par les tenants des deux bords. Mais il y a un débat, par contre, qui est occulté par toutes les parties. Et c'est un débat qui me paraît intéressant, et je regarde un petit peu en attendant voir si le niveau a monté. Je vais le montrer un petit peu là, bon, pour ça fond, mais ça monte pas, hein, voilà, pour l'instant ça monte pas. Le débat qui est occulté, c'est celui de savoir vraiment, finalement, si passer de 0 à 3 degrés en plus d'ici 2100, au niveau du bilan global des incidences que ça peut avoir, parce que de toute façon, toute modification a une incidence. Si les vents augmentent, si la température diminue, si on a des plissements alpins, si on a des éruptions volcaniques, il
il y a des choses qui changent, mais est-ce que le bilan global est positif ou négatif? Ça, on n'en parle pas. Il y a des débats actuellement sur la fiabilité du GIEC, c'est-à-dire est-ce que c'est bien vrai qu'il y a un réchauffement climatique. D'ailleurs, on reproche au GIEC de ne pas vouloir débattre sur ce point. Contrairement à ce qu'on dit, le GIEC n'est pas, enfin, le GIEC fait un consensus à l'intérieur du GIEC. Il y a un consensus interne, c'est-à-dire que les résultats des débats ne consistent pas en un catalogue de tendances différentes en disant certains pensent que ceci, certains pensent que cela. Non, il y a une voix unanime qui s'exprime, hein, un petit peu comme sous le régime stalinien, hein, où la voix du parti était unique. Même si au sein du bureau politique on avait différentes tendances, lorsqu'on s'exprimait, on s'exprimait d'une seule voix. Pas de courant interne. Donc on a un consensus au sein du GIEC, mais on n'a pas un consensus au sein de la communauté scientifique internationale. Contrairement à ce qu'on entend généralement, notamment il existe ce qu'on appelle l'Oregon Petition, où plus de 30 000 scientifiques ont signé. Cette pétition dit tout simplement qu'on n'est pas sûr de ce que dit le GIEC. Ces gens ne disent pas le GIEC ment, ces gens disent nous sommes agnostiques. Plus récemment, un groupe de chercheurs et de scientifiques dans des domaines variés, chimie, physique, biologie, thermodynamique, ont écrit un livre qui s'appelle 15 vérités qui dérangent, dont le titre renvoie à celui d'Al Gore, Une vérité qui dérange, qui conteste en 15 points les thèses du GIEC. Encore une fois, depuis une position agnostique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que le GIEC dit des choses fausses, mais que le GIEC ne peut pas affirmer ce qu'il affirme. Et parallèlement pointe aussi un certain nombre de dysfonctionnements, de choses contestables dans la façon de traiter l'information par les experts du GIEC. Eh bien, aussi bien les représentants de 15 vérités qui dérangent que de l'Oregon Petition ne sont absolument pas admis à être interviewés en même temps que les représentants du GIEC. Récemment, le représentant de l'Europe, pour l'Europe, du GIEC, a refusé un débat avec le professeur Itzan Marco, qui est le porte-parole du collectif 15 vérités qui dérangent. On est bien obligé de reconnaître, sans porter un jugement sur cet état de choses, on est bien obligé de reconnaître que le GIEC refuse le débat sur ce rapport. Ce rapport sur des préconisations qui sont adressées aux décideurs, c'est-à-dire aux principaux chefs d'État, et qui ne sont pas soumises à un débat contradictoire au sein du reste de la communauté scientifique. Bon, mais le débat a lieu quand même. Le débat n'a pas lieu entre M. Marco et M. Pachauri, mais il a lieu par personne interposée. Est-ce que le GIEC a raison ou a tort? Bon, le débat existe. Il y a ensuite est-ce que ça se réchauffe ou est-ce que ça ne se réchauffe pas ou est-ce que ça se refroidit? Le débat existe. Il y a un autre débat sur le caractère anthropique de ce réchauffement,
caractère anthropique, ça veut dire ce réchauffement est-il oui ou non dû à l'activité humaine, sous-entendu à la société industrielle. Là aussi, il y a un débat. Certains disent oui, ça se réchauffe, mais ça n'est pas dû à l'homme. Ça n'est pas forcément dû à l'homme. En tout cas, ce n'est pas majoritairement dû à l'homme. Et sur ce point, le GIEC dit que c'est majoritairement dû à l'homme, mais toujours pareil, avec un degré de confiance moyen ou moyen élevé. Voilà. Bon. En tout cas, le débat, il existe. Mais il y a un point sur lequel le débat n'existe pas du tout, c'est sur le point de savoir si 3 degrés de plus d'ici la fin du siècle, c'est vraiment mauvais pour nous. Parce qu'on pourrait très bien imaginer, en fait, que 3 degrés de plus, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les dépenses de chauffage du monde développé, en tout cas des pays tempérés qui sont obligés de se chauffer, pas des pays tropicaux ou subtropicaux, pour qui ça ne change rien. 3 degrés de plus, bon, ils ont déjà connu. Et puis, 3 degrés de plus, c'est bien aussi pour l'agriculture des pays tempérés. 3 degrés de plus, ça veut dire qu'on a des récoltes plus précoces et des récoltes plus tardives, qu'on a des semis plus précoces, qu'on peut semer plus tardivement, on peut repiquer plus tardivement. On a un allongement de la durée d'exploitation des plantes. On a une fertilité plus longue dans l'année des pâturages. C'est vu du côté d'un agriculteur, d'un exploitant agricole des pays européens, par exemple, 3 degrés de plus sur l'ensemble de l'année, il prend. Un hiver moins rigoureux, il n'est pas contre. Un été plus chaud, ça veut dire aussi qu'on va avoir des maturités plus rapides. Ça nécessite quelques ajustements, mais globalement, le bilan agricole risque d'être largement positif, d'autant plus que la déplétion fossile va mettre l'agriculture en grande difficulté. L'agriculture, comme nous le savons, est pétrodépendante, c'est-à-dire que sans pétrole, il y a, avec un pétrole devenu plus rare, ça veut dire qu'on a des problèmes de carburant pour les tracteurs, on a un problème pour les engrais, on a un problème pour les produits phytosanitaires, pour les herbicides, les fongicides, les pesticides, etc. Et il est probable que les rendements agricoles vont chuter. Si la température augmente parallèlement, bon, c'est un effet, d'une certaine manière, ça peut représenter un effet compensateur à cette perte de productivité, à cette diminution de productivité due à la raréfaction des produits fossiles. Alors, bon, là on a une fonte encore qui... voilà, ça n'augmente pas du tout, hein, voilà, ça n'augmente pas. Donc, voyons un petit peu concrètement ce que peut donner une augmentation de 2 à 3 degrés dans un jardin maraîcher, mais ça va être la même chose dans une prairie ou dans un champ de culture, de monoculture. Donc, ici nous avons quelques épinards, et des épinards qui ont été semés dans l'été et qui vont mourir avec l'hiver. Alors là, c'est bien, il y a des trous de limaces, hein, parce que c'est bio, donc il y a des limaces. Nous sommes le 20 octobre.
si début novembre, il se met à faire froid comme d'habitude, bon, bah, les épinards vont disparaître, enfin, ils vont péricliter par le froid. Par contre, si j'ai 3 degrés de plus, mes épinards vont continuer à pousser. Vous voyez, je coupe des feuilles, il y en a déjà eu qui ont été coupées, et je vais avoir de la repousse jusqu'en décembre. Donc je vais augmenter ma surface vivrière. Je vais augmenter mon autonomie alimentaire. Ici, vous voyez, ici, là, j'ai semé, en comptant sur le réchauffement climatique, j'ai semé des graines de choux. Semer des graines de choux mi-octobre, dans une région du centre de la France. Bon, il faut être optimiste. Alors, je les ai mis dans des petits trous, dans lesquels j'ai mis des terreaux, puis dans chaque bloc de terreau, j'ai mis quelques graines. Et bon, s'il fait un petit peu doux, ça va germer. Je mettrai un voile de forçage pour essayer de sortir, et puis peut-être un tunnel. Bon, ben, si j'ai 3 degrés de plus, je me fais pas de soucis, je suis absolument certain que mes graines vont sortir. Donc vous voyez, sur ces simples petits exemples, et on pourrait les multiplier, 3 degrés de plus pour un agriculteur, dans la pratique quotidienne de son métier et de sa subsistance, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Mais quand même, face à cette constatation universellement admise que l'homme industriel, en brûlant des hydrocarbures, va provoquer des catastrophes climatiques et humaines, que faut-il faire? Chacun y va de sa propre interprétation, de ses propres suggestions. Personnellement, j'en ferai 3 suggestions. Enfin, j'identifie 3 alternatives. Première alternative, ne rien faire. Ne rien faire parce que la source du problème va disparaître elle-même. La source du problème, c'est, semble-t-il, le CO2, les émanations d'oxyde de carbone provoquées par l'utilisation des produits fossiles. Les produits fossiles sont appelés à ne plus exister, donc ces émissions vont disparaître. Ne rien faire, attendre qu'il n'y ait plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon, et le problème sera réglé. Alors, je sais bien que cette façon de voir les choses a déjà été anticipée par les tenants du green business, puisque derrière ils ont déjà monté leurs entreprises pour vendre de l'anticarbone. Donc ils ne peuvent pas accepter qu'on leur dise ne faisons rien, ça va s'arrêter tout seul. Ils perdraient leur source de revenus. Alors ils nous disent oui, mais même si on arrête de brûler du pétrole, le CO2 va rester quand même un certain temps. Combien de temps? Oh, alors là ils sont... À peu près. Oh, ben à peu près un certain temps. Vous savez, c'est comme le fût du canon de Fernand Reynaud. Ça va rester un certain temps, parce qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Donc, alors, on peut dire, on a les carottes glaciaires qui vont chercher qui vont chercher des indications au fond de la glace. Là on a des indications. On a des certitudes concernant certaines choses. Non, quant à la certitude de ce qui va se passer dans l'avenir, le CO2, ce qui va rester, on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais étudié. Toute cette science n'a que 100 ans, au grand maximum, de recul et d'expérimentation, donc ils n'en savent strictement rien. Mais ils nous disent que ça va rester un certain temps, donc ça vaut le coup quand même de leur acheter leurs produits. Bon, on a là un exemple petit
typique de mercantilisation. Bon, ça c'est la première option, ne rien faire. La deuxième option, c'est ne rien faire. Également, en considérant que l'homme est un individu responsable, qu'il a voulu la société industrielle, personne ne l'a forcé. Personne ne l'a forcé à se développer. Et que il a exploité la nature, personne ne l'a forcé à le faire, personne ne l'a empêché de le faire non plus, et rien ne dit qu'il n'en ait pas le droit, rien ne dit non plus qu'il en ait le droit, mais ça nous emmènerait dans des considérations très éloignées de notre sujet. Toujours est-il, nous avons obtenu finalement ce que nous avons voulu, et donc il n'y a pas de raison de nous soumettre à une élite intellectuelle, scientifique ou économique qui subitement nous dirait je sais mieux que vous ce qu'il faut pour être heureux, je sais mieux que vous ce qu'il faut pour que ça aille mieux, comme disait très justement Voltaire, vous proférez monsieur des sottises énormes, mais jusque à la mort je me battrai pour qu'on vous les laissât tenir. Donc ne rien faire, qui est la deuxième alternative. La troisième alternative, c'est ne rien faire. Mais cette fois, en vertu de l'éternel épouvantail eschatologique agité par les différents maîtres du monde du moment, seigneurs, églises, bolcheviques, et aujourd'hui scientifiques. La peur de la fin du monde, c'est un argument, enfin la peur d'un grand danger, c'est un argument pour gérer les masses. Et maintenant que l'homme connaît un petit peu mieux son histoire, il sait que on a toujours agité, il y a toujours eu des idées dominantes à un certain moment qui ont utilisé la peur pour mieux gérer son peuple. Alors, la peur du bouleversement climatique, ça permet, on l'a vu tout à l'heure, à certains de faire des sous, et à d'autres d'emmener les gens dans une idéologie politique dont ils seraient les chefs, et donc ceux qui les suivraient seraient les exécutants. Voilà donc pour les trois options, et vous voyez qu'elles se ressemblent étrangement toutes les trois. Finalement, en vous écoutant, il semble qu'il soit presque plus dangereux de chercher à contrer le réchauffement climatique plutôt que de le laisser se dérouler sans rien faire. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais avant de répondre à cette question, je vois que mon verre a complètement fondu, enfin que la glace a complètement fondu, donc la banquise a fondu, n'est-ce pas? Toute la banquise de l'Antarctique a fondu, et donc je vais approcher le verre, voilà, n'est-ce pas? Ah, donc ça n'a pas On voit le petit trait bleu d'un millimètre. Ça n'a pas varié d'un millimètre. Donc, je vais répondre à votre question. Toutes ces magnifiques photos et images et vidéos de banquise
de murs de glace qui se fracturent, qui s'écroulent dans la mer, qu'on voit qu'on a vu, n'est-ce pas, dans les films d'Al Gore, de Artus Bertrand, de Nicolas Hulot, concerne la banquise. La banquise, c'est de la glace qui flotte sur l'eau. La banquise, ça n'est pas la calotte glaciaire. La calotte glaciaire, c'est de la glace qui est sur de la terre. Donc lorsqu'il y a fonte de la banquise fond régulièrement, elle fond l'été, elle se reforme l'hiver, mais si la banquise fond plus, ça ne fait pas augmenter le niveau des océans. D'ailleurs, quelque part ici dans le rapport du GIEC, c'est indiqué. Bon, il est bien évident que le jour où la calotte glaciaire se met à fondre, à ce moment-là, on a une élévation du niveau des océans. Et ça, personne ne le conteste. Mais on parlait tout à l'heure de cette mystification. La mystification, elle arrive par tous les bouts. Elle commence déjà en assimilant volontairement banquise et calotte glaciaire. Et si on prenait autant de peine et d'insistance pour bien expliquer aux gens qu'il y a une différence entre calotte glaciaire et banquise, si on mettait autant d'énergie, alors expliquer ça qu'on met d'énergie, alors expliquer que les glaces qui tombent dans la mer vont faire augmenter le niveau des mers, on aurait une information qui serait beaucoup plus pertinente et en tout cas on ferait montre d'honnêteté au lieu de se mettre en position de mystificateur. Bon, c'est une petite illustration, c'est un petit exemple parmi tant d'autres de cette mystification. Maintenant, pour répondre à votre question de façon plus précise, est-ce que c'est dangereux quels sont les dangers? A priori, personne ne voit quel danger il pourrait y avoir à lutter contre le réchauffement climatique. Eh bien, je pense que tout ce que j'ai dit là-dessus fait apparaître en filigrane ce danger du totalitarisme des idées. Totalitarisme des idées qui n'a aucune difficulté ensuite à s'appliquer en totalitarisme politique. À partir du moment où il y a un dogme, on a connu ça par le passé, hein, avec Galilée ou d'autres, où il y a un dogme qui s'applique et qui n'est pas contestable, où il devient presque criminel de contester ce dogme, où il est même légiféré contre la contestation de ce dogme, puisque il suffit de se souvenir, il y a quelques semaines à peine, Madame Duflot, ministre et leader du mouvement ELV, Madame Duflot a traité de négationnistes les gens qui contestaient le dogme du réchauffement climatique, ou même les gens qui étaient agnostiques par rapport à ce doute, par rapport à cette conviction, et qui disaient tout simplement, ben, écoutez, on est quand même pas sûr que ça soit vrai. Eh bien, ces gens sont en train d'être considérés comme des négationnistes, au même titre que ceux qui nient l'existence des chambres à gaz. Et nous savons qu'en France, il y a une loi contre le négationnisme. Ça veut dire que si aujourd'hui être climato-agnostique, c'est être négationniste, c'est être en infraction et être passible tout simplement de la prison. Alors, c'est un petit peu caricatural, il y a un peu d'excès et un peu de provocation dans mon propos, j'en conviens, mais toujours est-il que la tentation totalitaire n'est pas loin. La tentation totalitaire qui est argumentée, qui est validée dans la bouche de ceux qui la pratiquent par un dogme infaillible,
Et en fonction de ça, eh bien, les libertés individuelles ont donc toute justification pour être rétrécies. Pas de liberté pour les ennemis du réchauffement climatique, afin de paraphraser la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et un régime totalitaire en charge du sauvetage de la planète avec en étendard la lutte contre le réchauffement climatique, ça n'est pas une utopie, c'est quelque chose qui nous pend au nez.